Vous trouverez l'incroyable histoire du développement et de l'utilisation des bombes atomiques ici dans mon livre O Atomo como Arma, un texte facile à comprendre, didactique et qui vous donnera un avantage dans toute conversation sur le sujet. Pour l'acquérir, il suffit d'aller sur Amazon ou sur Wiclap. Mais si vous souhaitez un exemplaire dédicacé par moi pour vous, il vous suffit d'envoyer un email ici à saladeguerra.com avec votre code postal pour que je puisse calculer les frais de port. Le Focke-Wulf FW190, cet avion que la plupart d'entre nous, passionnés du sujet, connaissons très bien. Pourquoi ? Parce qu'il est une sorte de frère jumeau, enfin pas vraiment jumeau, mais un frère très proche du Messerschmitt 109. Les deux ont vraiment été les bêtes de somme qui ont porté sur leurs épaules la Jagdwaffe, la chasse de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était, comparé au Messerschmitt 109, un avion mieux armé. Il a été conçu pour transporter une charge de mitrailleuses et de canons supérieure à celle du ME-109, et il était même préféré par beaucoup des grands as, n'est-ce pas ? Environ 20 000 de ces avions ont été construits, contre environ 35 000 du Me-109. Mais si vous regardez la liste des as, vous verrez que le plus grand d'entre eux, Erich Hartmann, préférait le ME-109. Mais juste après, Gerhard Barkhorn, le deuxième, préférait le FW-190. Et on continue avec Günther Rau à la 3e position, qui préférait le ME-109, et enfin, à la 4e position, Otto Kittel, qui préférait le FW-190. Donc les deux avions avaient leurs limites, mais ils avaient aussi leurs avantages, n'est-ce pas ? Ce qui faisait de chacune une plateforme idéale pour ce chasseur en particulier. Cet avion a fait ses débuts au combat dans le ciel de la France, sur le front occidental, en août 1941. Quelle était l'intention des Allemands en introduisant cet avion en France, n'est-ce pas ? Pourquoi en France ? Parce qu'à cette époque, la bataille d'Angleterre était déjà vraiment terminée, et une grande partie de l'initiative dans les airs était passée à la RAF. Encore une fois, ils faisaient des incursions à basse altitude avec ces spiritistes, les Spitfire avec le bout de l'aile coupé. Tu vois de quoi je parle ? Au-dessus de la France occupée. Donc ces incursions qui représentaient un grand danger pour les installations militaires allemandes sur la Manche, juste à l'intérieur des terres en France, ont commencé à être affrontées par ces nouveaux avions. Et ces nouveaux avions se sont alors révélés meilleurs, supérieurs aux Spitfire Mark V, qui étaient des Spitfire Mark actifs sur la Manche à cette époque de la Seconde Guerre mondiale. Les Focke-Wulf surpassaient essentiellement les Spitfire V dans tous les domaines, sauf dans le rayon de virage. Cependant, le Focke-Wulf FW-190 avait aussi une limitation pour opérer comme intercepteur à haute altitude, et cet arrêt à haute altitude. Et cela a fait que le Messerschmitt 109 n'a jamais pu être complètement remplacé par le Focke-Wulf. Oui, ces versions ultérieures du Focke-Wulf, le Focke-Wulf de la série D, le Focke-Wulf, y compris le TA-152 n'est-ce pas, qui avait de grands nez, étaient des Focke-Wulf qui avaient résolu ce problème d'opération à haute altitude. Cependant, les Focke-Wulf de la série A à nez court n'ont jamais eu ce problème résolu, n'est-ce pas ? Comme je l'ai dit, il a fait ses débuts en août 1941 sur le front occidental, mais en septembre 1941, plus d'un an plus tard, il a fait ses débuts sur le front oriental, contre l'Union soviétique. Justement en apportant un soutien au plan bleu, n'est-ce pas, l'offensive contre Stalingrad. Et là-bas, en Union soviétique, les pilotes allemands l'ont utilisé non seulement dans la version intercepteur, mais aussi dans la version d'attaque. N'est-ce pas, dans les escadrons de la Schlachtwaffe, ou les Schlachtflieger, qui étaient les escadrons chargés des attaques au sol, avec des versions lourdement armées, non seulement avec des canons et des mitrailleuses, mais aussi avec des bombes et des roquettes du FW-190. Très bien, à la même époque, en 1942, vers le milieu de l'année 1942, quelques mois auparavant, n'est-ce pas, certains événements intéressants se sont produits impliquant le FW-190. Et bien que l'Allemagne, depuis le début de la guerre, n'est-ce pas, exportait son matériel de guerre, ses avions de combat, en particulier à ses partenaires de l'Axe, n'est-ce pas, qui étaient impliqués dans la guerre. À ses côtés, l'Allemagne avait aussi, depuis le début de la décennie, exporté des Messerschmitt 109 vers une nation neutre qui était la Suisse.
L'Allemagne avait beaucoup de relations diplomatiques et commerciales avec la Suisse, n'est-ce pas? Une relation économique, surtout très forte, et l'exportation de Messerschmitts vers un pays neutre a été facilitée dans ce cas, et ces Messerschmitts, d'ailleurs, ont joué un rôle très intéressant pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en parlant d'exportation d'armements allemands vers des pays neutres, nous devons maintenant parler du cas de la Turquie, qui a reçu justement non pas le ME-109, mais le FW-190. Avec l'expansion de la guerre en 1942, effectivement, avec la fin de l'espoir d'une résolution rapide de la guerre sur le front de l'Est contre l'Union soviétique, et maintenant aussi avec l'entrée des États-Unis dans la guerre, ce qui transformerait réellement l'effort de guerre allemand en quelque chose de total, n'est-ce pas? Exigeant que toute l'industrie allemande soit convertie pour l'effort de guerre, cette même industrie avait besoin de certaines matières premières très importantes et rares. Étant donné que la marine marchande allemande était totalement bloquée à ce moment-là de la guerre. N'est-ce pas? De quelles ressources s'agissait-il? Principalement du chrome et du minerai de fer de haute qualité. Ces deux minerais étaient abondamment extraits en Turquie, un pays qui se trouvait là-bas. Oh, du côté de la position allemande en Europe. Étant donné que l'Allemagne occupait la Grèce, qui est un pays frontalier de la Turquie, et qui, historiquement, entretenait de bonnes relations avec l'Allemagne, ayant été un partenaire de guerre, vraiment n'était-ce pas un allié pendant la Première Guerre mondiale. La Turquie, n'est-ce pas, bien qu'elle ait été tentée à plusieurs reprises d'entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne, ne l'a pas fait. Et en 1942, elle est finalement devenue seulement un partenaire commercial important de l'Allemagne. Alors les Allemands ont conclu un accord avec les Turcs qui avaient un besoin à ce moment-là de moderniser leurs forces aériennes. L'armée de l'air turque disposait d'avions assez anciens et dépassés, et elle avait besoin d'un intercepteur rapide et moderne pour équiper ses escadrons. Cette opportunité s'est donc présentée sous la forme d'un accord d'exportation de minerais vers l'Allemagne en échange de 72 chasseurs FW-190A3. Ainsi, ces chasseurs ont effectivement été livrés à la Turquie dans le cadre de l'accord de juillet 1942. Et ils ont commencé à être livrés à partir d'octobre de cette année-là, n'est-ce pas, directement de la chaîne de production de Focke-Wulf vers la Turquie. Ces chasseurs étaient désignés FW-190A3 à minuscule. Ce A minuscule signifie Ausländisch, c'est-à-dire exportation, n'est-ce pas, pour l'étranger. C'était une version pratiquement identique du Focke-Wulf 190, mais avec quelques petites modifications afin qu'il puisse être exporté vers la Turquie. Donc ce lot de 72 avions a vu son exportation achevée en mars 1943 et là-bas en Turquie, il a alors commencé à équiper 2 escadrons de chasse. Ces avions, en arrivant en Turquie, ont vraiment révolutionné les capacités de l'armée de l'air turque et ils étaient tout simplement impressionnants. Par leurs pilotes, qui adoraient les caractéristiques de maniabilité, la grande puissance de feu que ces avions possédaient, n'est-ce pas 4 mitrailleuses lourdes MG-17 et aussi la possibilité de 2 canons de 20 mm MGFF, ce qui donnait à cet avion une capacité d'interception phénoménale pour l'époque. Et il y a aussi une anecdote intéressante, mec. Ces avions en Turquie, les FW-190, ont été pilotés par la première femme à être devenue pilote militaire de l'histoire, Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen, elle a une histoire très intéressante, une histoire que les gens trouvent vraiment curieuse, vraiment curieuse. Et elle, en plus d'être la première femme pilote militaire de l'histoire, bien avant les femmes qui ont piloté pour l'armée de l'air soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a obtenu son brevet en 1936. Sabiha est également reconnue comme la première femme pilote de combat, n'est-ce pas? Elle a effectué environ 35 missions lors d'une grande répression contre les populations kurdes dans l'est de la Turquie. À la fin des années 30, donc Sabiha a été la première femme turque, n'est-ce pas? La première pilote de combat en fait, à piloter le FW-190.
Et je crois que c'est la seule, n'est-ce pas, à part peut-être Anna Heidt, là-bas en Allemagne, qui a probablement effectué un vol d'essai sur le FW190. Je vais vérifier cela dans la biographie de Heidt que j'ai. Sabia Gregson est la première femme à piloter le FW190, ou du moins la première femme pilote de combat à piloter le FW190, n'est-ce pas? D'ailleurs, les FW190 sont restés en service jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ont continué à être utilisés après. N'est-ce pas, quelques années plus tard, mais avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1945, la Turquie se retrouve à la croisée des chemins. Parce que soudainement, toute source d'approvisionnement en pièces de rechange pour leurs Focke-Wulfs s'est épuisée, c'était fini, ça a cessé de fonctionner. En Allemagne, alors ces avions sont naturellement devenus un problème pour les Turcs, n'est-ce pas? Et les Turcs se sont rapprochés de l'Occident, ils se sont rapprochés des Américains. Et même avant d'entrer dans l'OTAN, car la Turquie est membre de l'OTAN, si tu ne le sais pas. Les Turcs ont réussi à conclure un accord avec les Américains en 1947 pour commencer à échanger leurs Focke-Wulf contre des Thunderbolt, des Republic P-47, des Thunderbolt, le même modèle de chasseur que l'armée de l'air brésilienne utilisait à l'époque, n'est-ce pas? Donc en 1947, plusieurs de ces Focke-Wulf ont commencé à être retirés du service, le dernier d'entre eux ayant finalement été retiré en 1949. C'est bien ça? Alors oui, ce qui est arrivé à ces 72 Focke-Wulf turcs reste un grand mystère. Mais ce que l'on sait avec plus de certitude, c'est qu'ils ont tous fini à la casse. Les 72 Focke-Wulf ont tous fini par être détruits. D'ailleurs, il y avait une rumeur pendant très longtemps, c'est une vieille histoire qui dure depuis des décennies, d'accord? Qu'une cinquantaine de ces Focke-Wulf auraient été transférés à la base aérienne de Kayseri, et là-bas, ils auraient été recouverts de papier, de film ou de quelque chose comme ça. Et enterrés, ces Focke-Wulf auraient été enterrés pour éviter qu'ils ne soient détruits. Mais c'est exactement comme cette histoire des, je crois aussi, 50 Spitfire enterrés dans des caisses en Birmanie. Ça n'a jamais abouti à rien, donc il est bien possible que ce ne soit qu'une histoire inventée. Alors qu'est-ce qui se passe? On arrive à notre époque avec la Turquie sans aucun de ces 72 Focke-Wulf originaux. Ce n'était pas, à l'époque, une préoccupation du pays de préserver ses avions pour la postérité, n'est-ce pas? Oui. Sauf qu'en janvier 2025, en janvier de l'année dernière. Alors le magnate de l'aviation turque, Ali İsmet Öztürk, qui possède des entreprises d'aviation en Turquie. Et d'ailleurs, il est le fondateur du musée aérospatial MSO, qui se trouve à Sivrihisar, une ville au sud-ouest d'Ankara. Ce musée, le MSO, est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs musées de l'aviation du Moyen-Orient. Je crois même que c'est le plus moderne, sans aucun doute le plus moderne. Il a acquis un Focke-Wulf FW190 qui se trouvait aux États-Unis et appartenait à Dan Kirkland, en Californie. Et quel est ce Focke-Wulf qui se trouve maintenant en Turquie et qui appartenait à Dan Kirkland, là-bas aux États-Unis? C'est le Focke-Wulf FW190 A8. Cet A8, il a été découvert. Ces débris ont été découverts en France, c'est-à-dire un avion qui s'est écrasé lors d'un combat en France pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943. Ces débris ont donc été achetés par Dan Kirkland, qui a engagé une entreprise allemande appelée Flugwerk, une société qui fabriquait déjà des répliques de Focke-Wulf depuis la fin des années 90. Et moi-même d'ailleurs, j'ai visité la Flugwerk en 2010, j'ai été à l'intérieur d'une des répliques du Focke-Wulf FW 190, ce fut l'une des expériences les plus fantastiques que j'ai eues concernant les Warbirds de la Seconde Guerre mondiale. Et Dan Kirkland a donc engagé Flugwerk pour restaurer cet avion, en collaboration avec une entreprise de l'Arizona appelée Ghost Hawk Unlimited. Cette entreprise est experte dans la restauration de Warbirds et d'avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Il en a résulté qu'en 2011, ils ont remis cet avion en état de vol. Ils ont réussi à remettre cet avion en état de vol là-bas, aux États-Unis.
Et ils l'ont peint aux couleurs du Focke-Wulf de Joseph Priller, n'est-ce pas, de Pips Priller, le grand as allemand qui a utilisé cet avion en France en 1944. Donc, il a été peint comme le Schwarze Dreisen, ou le 13 noir de Pips Priller. Et avec cette peinture, il est resté ainsi jusqu'à l'année dernière, lorsqu'il a été acquis par les Turcs. Cet avion a donc subi une nouvelle phase de restauration, de préparation pour son transport vers la Turquie. Et pendant ce transport, ces marquages allemands ont été effacés. Les marquages allemands du Focke-Wulf ont été effacés parce que, regardez comme c'est intéressant, il va être restauré. Il sera remis en état de vol avec les marquages turcs de la Seconde Guerre mondiale, ceux de l'armée de l'air turque, qui étaient des carrés rouges avec des bordures blanches. C'est un type de marquage assez singulier, n'est-ce pas, pour les Focke-Wulf, et je pense que cela donnera à cet avion un caractère très unique et très beau, n'est-ce pas? Diverses adaptations ont été faites sur ces avions, sur cet avion en particulier, pour qu'il puisse à nouveau voler, car il n'a pas été construit comme les autres répliques de Flugwerk. N'est-ce pas, qui dès le début ont été conçus pour le moteur russe, en fait la copie chinoise de ce moteur russe, la SH-82. L'H-82, qui est un moteur radial avec 2 rangées de cylindres, n'est-ce pas? 2 rangées de cylindres qui a à peu près les mêmes dimensions que le BMW. La W800, un original du Focke-Wulf, mais un peu plus grande. Donc, des pièces ont dû être adaptées lors de cette restauration pour que le moteur puisse tenir dans le fuselage de l'appareil, n'est-ce pas? Donc cet avion est actuellement en fin de restauration là-bas en Turquie. Aujourd'hui, c'est le seul Focke-Wulf en Turquie, n'est-ce pas? Sur les 72 originaux, malheureusement, ils ont tous été mis au rebut. La Turquie a de nouveau un Focke-Wulf sur son territoire et un Focke-Wulf qui va voler, car ce Focke-Wulf est sur le point d'effectuer son premier vol, prévu pour le mois de juillet. Donc c'est-à-dire, le mois prochain, nous aurons probablement le premier vol d'un Focke-Wulf aux couleurs turques depuis 1949. J'ai hâte de voir ce qui va se passer quand cet avion décollera pour la première fois. Je suis sûr que ce sera un spectacle et qu'il va certainement aussi voler dans la région lors de meetings aériens, ce qui rendra tout le monde très très heureux de voir ce bijou de retour dans le ciel. Et maintenant, dis-moi, est-ce que tu connaissais déjà l'histoire des Focke-Wulfs FW-190 dans l'armée de l'air turque? Raconte-nous ici, dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, alors partage-la avec tes amis, mais mets aussi un pouce bleu pour nous. N'oublie pas de t'abonner à Sala de Guerra pour ne rien rater. Je m'arrête ici. Merci encore pour ton écoute et une grosse accolade de la salle de guerre.